l'évangélisation, c'est ça? C'est ça? L'évangélisation. Ah, mais moi, la première dose. Deuxième. Ah, donc, il va y avoir des séquelles là. Non. C'est pas la fièvre déjà? C'est la température ou c'est Non, il paraît que c'est n'importe quoi. Rien n'y arrivera. Ça disait que le discours était confus tout à l'heure. La seconde piqûre, je n'étais pas trac. Ah bon? Ah oui, donc t'as quasiment les couvertures au bureau. Ah mais il n'est pas projeté. Ah si, il est là, d'accord, c'est super. Ah mais en plus c'est génial parce qu'on le voit. Exactement. T'as de bons yeux. C'est ça. Alors attends, je vais voir. Non mais j'ai un problème d'œil en ce moment. J'ai pris de Doliprane avant de me faire J'ai moins d'ophtalmo. J'ai anticipé. Ça, c'est le médecin qui fait ça. Vous avez raté votre Mais j'ai des loupes. C'est pas bon. de jeu. Mais ça marche. En attendant. C'est coconnant pour me dépanner. J'ai porté des loups un an pour me dépanner. Oui. Et du coup, j'avais qu'un œil qui me semble que c'était une correction, mais là j'avais deux. Ah mince, oui, mais ça fait plusieurs. Moi ça fait plus de temps que ça. Ça, c'est très officiel. C'est très... Oui, bien sûr. Et maintenant, je t'attends. Ah ça se bouscule à Je suis l'entrée. venu te chercher. Non, c'est quoi la chanson? Now, ladies and gentlemen, en direct de Londres, Houston. Londres t'entend. Oui. T'entends, c'est tentant. Moi je t'entends. C'est tenté. C'est tentant. Tiens, j'ai tenté, t'entends. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en tentant. Ah, en chantant. En chanson. Oui, Tu la sors d'où celle-là? Ah, Paris, Cabaret. Ça va être chaud finalement? Alors, chaud cacao, a priori, on peut plus le dire non plus. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus pourquoi, mais il y a une raison. On est chocolat là-dessus. Ah, c'est horrible, sérieux. Il est mort, sérieux. Non, c'est pas ça qu'on peut dire. Et qu'est-ce qu'on peut plus dire? Chaud cacao. On peut dire. On va faire la liste de tout ce qu'on peut plus dire. On va se taire. Tout. On n'est pas là pour ça en fait. Allez, on t'écoute. Papayou. Maman me disait. Qui c'est qui dirige l'atelier? Eh ben, c'est derrière, comme quoi, voilà, en fait, c'est un travail participatif, collaboratif. Où nous avons la lourde charge avec Bénédicte de vous accompagner sur cette fin de journée. Il y a un afterwork qui est prévu ou pas? Non, il n'y a rien. Il y a rien. Non, j'ai l'impression que. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Pour le proposer, il n'y a pas un bassin à côté? Il y a un axe Québec-Saint-Onès. Mais il y a un petit déjeuner demain matin. Ah, c'est un peu tôt pour le champagne 9h. Mais on peut pas. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. 54 3 2 1 0 partez. Bon, voilà. C'est bon, vous avez de bons registres, je vois. Oui, ah mais alors voilà, chacun ses repères. Hein. Ok sur l'ordinateur. Voilà, alors, décaler, on va se décaler un peu, décaler katam, ohé. Ça va être mignon quand même. Ah mais là on est à fond là. Moi la pause de 4 heures avec le blanc, ça fait. Ah bah oui, forcément, le blanc au soleil. Oui parce que le petit noir on n'a plus le droit de dire non plus. C'était un café. C'est le grand blanc là. Voilà, le grand blanc. Alors, Maître Tisser, je vous laisse noter. Oui. Donc vous l'aurez compris, on peut aborder des sujets sensibles sans se prendre trop au sérieux. Donc nous avons la lourde charge avec tous les intervenants au bord de la table de pouvoir vous accompagner sur cette thématique. Ah, si on appuie sur le bouton c'est mieux. Donc je suis le nom en bas de la liste, Lilian Pitot, enchanté, responsable d'un cabinet conseil en ressources humaines sur la santé et sécurité au travail et un pôle qui travaille sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs on parlait de publicité, si vous n'avez pas vu l'exposition qu'il y a dans le hall près des toilettes féminines et de la machine à café, vous y verrez tout un tas d'œuvres qui permettent de déconstruire les préjugés sur le handicap. Mais ça c'est l'atelier de demain puisqu'on en parlera également sur comment intégrer cette dimension de fragilité supplémentaire par rapport à la problématique et les violences. Avec Bénédicte, nous fusionnons sur cette fin d'après-midi par rapport à deux ateliers qui étaient initialement prévus. Un volet sur la prévention, l'autre sur un focus sur le référent. Et puis on se rend compte que finalement, la table ronde de cet après-midi a vraiment posé les bases. Ce qui a été remonté par les participants, c'est que c'est vrai, les grandes structures sont équipées, sont outillées
de tout un tas de mesures, de moyens et de relais pour pouvoir justement être accompagné, ce qui n'est pas le cas des structures un peu plus petites. Donc pas mal de théories, mais ce que je pense, on va prendre le biais de balayer rapidement cette théorie pour laisser la place au témoignage et à la co-construction, puisque l'objet de cet atelier, c'est de co-construire ensemble les outils de demain en fonction de vos problématiques, de vos questionnements. L'atelier qui va se débarrer en 2 temps, donc on a autour de la table donc Bénédicte qui animera la seconde partie, Christelle, ici présente, qui était sur la table ronde, et Claudine, qui fait aussi l'art-thérapie, mais qui donnera aussi son témoignage et qui nous expliquera comment finalement on arrive à devoir créer ses propres outils pour pouvoir à la fois se protéger et accompagner d'autres personnes, mais pas que. Parce que je vais parler de ça aussi. Mais aussi, En tant qu'ancienne voilà, en tant que témoignage, elle vous dira de quoi elle vous parlera tout à l'heure. Ne spoilons pas, s'il vous plaît, on respecte là. Sinon, déjà, l'atelier, j'ai envie de dire, regardez en replay la table ronde, vous aurez tous les principes de base qui ont été énoncés avec les articles de loi, les pénalités, les sanctions, les incitations. Donc c'est pour ça que je meuble pour gagner du temps. Donc, des intervenants, Pascaline Foucault, Non, malheureusement. et de cœur avec nous. Si, elle nous envoie un SMS, elle vous embrasse. Elle est à contact. Ah, ok. La pauvre, elle est désespérée de pas être là. Alors, Et aussi chez vous Ouais. On va faire Oui, oui, des élections. elle est au bureau de Facero. Oui, oui. c'est bon, on peut continuer? Ça, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Facero, alors Facero, Face-Gare, Face c'est partout. Facero. Voilà. 2 parties dans l'atelier, les outils de la prévention. Les outils de la prévention à disposition des grands, mais à mobiliser pour les plus petits, et avec un focus justement sur le référent, avec une particularité qui est un rôle à concevoir, puisque si en fait on a incité à désigner des référents au sein des entreprises, on se rend compte que le cadre et les missions sont encore à définir, et les outils aussi à proposer. La démarche de prévention, ça c'est la première chose qu'on va aborder, avec un focus sur le document unique, qui est quand même le document unique, le seul outil, le seul document qui va permettre de réduire le taux d'accidents du travail et des maladies professionnelles, qui va protéger le chef d'entreprise, qui va protéger les salariés des risques professionnels, qui va augmenter le dialogue social, qui améliore les conditions de travail et qui surtout améliore l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que les grandes entreprises prennent toutes ces contraintes réglementaires comme des contraintes, ce qu'elles sont réellement, et on se rend compte qu'au niveau des plus petites entreprises, ce sont de véritables outils de dialogue, et les relations avec les représentants du personnel, le dialogue social qui est souvent instrumentalisé d'un côté ou de l'autre, est aussi une façon de faciliter le dialogue. Tout à l'heure, quelqu'un disait le fait de poser la question, c'est déjà commencer à trouver une solution, et le fait de parler du problème, c'est déjà montrer qu'on s'en saisit. Au niveau des principes de prévention, on a 9 principes de base dans toute démarche de prévention, qui sont d'éviter les risques. On va voir entre le risque et le danger, supprimer le danger ou l'exposition au danger, d'évaluer, être capable de quantifier, de prioriser un risque, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de donner la priorité aux mesures de protection collective. Aujourd'hui, on a tendance souvent à réagir au cas par cas. Paul, Raoul, Martine a eu une problématique, donc on va traiter le cas de cette personne. Ce qu'on préconise dans les principes de base de prévention, c'est vraiment d'inciter et d'insister sur la démarche prévention collective en anticipation, en imaginant toutes les situations qui pourraient se produire, et non pas être dans une réponse au cas par cas. Et ensuite, c'est donner les instructions appropriées aux salariés, c'est aussi former et informer. Christelle nous parlait de cette formation obligatoire qui avait été incitée par le chef d'entreprise. Là aussi, on va le voir dans la démarche de prévention, l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale des collaborateurs. On n'est pas dans une obligation de moyens, mais bien dans une obligation de résultat. Le compte accident du travail, maladie professionnelle et responsabilité pénale fait partie de la réalité de l'entreprise. Donc l'entreprise ne peut pas juste se cacher derrière le fait que Raoul il a harcelé machin, je lui en ai parlé. Non, non, on a vraiment une obligation de résultat et c'est ce qui compte. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est justement comment être le plus efficace possible par rapport à ces démarches. La prévention, là on est dans la culture générale, 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, qui consiste à anticiper les problèmes et à développer une culture de prévention. Voilà, on anticipe. Hein, on se met en situation. Un exemple, on va effectuer une cartographie du bruit pour identifier les sources de nuisances sonores ou capotage de la machine pour essayer de protéger le collaborateur. La prévention secondaire, on est dans une suite logique.
de remédiation qui est réalisé quand le risque est repéré. Donc l'objectif, j'ai identifié mon risque, je veux en réduire les effets. Donc ça donne aux salariés la moyenne de faire face. Et ensuite, on a la prévention tertiaire, qui est grosso modo ce qu'on disait tout à l'heure, la logique de réparation. Donc c'est aussi de dire, petite structure, petite profession libérale, comment on fait pour sortir de cette démarche de logique de réparation pour être dans une logique constructive d'anticipation. Le risque, c'est quoi? Le danger, c'est le croisement du danger par l'exposition. Vous avez un lion affamé, c'est un danger. Le lion affamé est dans une cage, vous êtes protégé. Vous enlevez la cage, vous vous retrouvez dans le risque de vous faire bouffer par le lion affamé. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier entre le danger, le harcèlement, le dérapage peut arriver à tout le monde. Ben, le risque, c'est quand ce danger s'expose face à quelqu'un et qu'on laisse se diffuser la situation. Donc deux possibilités, soit on supprime le danger, ou au contraire, on essaye d'agir sur les conditions de mise en œuvre pour protéger les opérateurs de ce danger. Le danger, il est inhérent, on le sait, risque de harcèlement, risque de violence. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se propage? Hop, voilà. Alors, sur la partie réglementaire, on a un décret de novembre 2001 qui dit que l'employeur doit analyser, évaluer et tracer l'ensemble des risques auxquels sont confrontés ses collaborateurs. Donc on a une obligation de mise à jour annuelle. Hein. Donc grosso modo, l'employeur ne va pas être tout seul dans son coin à rédiger son document unique, mais va pouvoir mobiliser les instances représentatives du personnel, le médecin. Alors, dans le jargon, vous avez le DU, document unique, vous avez le DUER, qui est le document unique d'évaluation des risques, vous avez le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, et vous avez le VRP, qui est l'évaluation des risques professionnels. Au final, on est dans l'analyse du risque. Le document unique fait un inventaire des risques pour la sécurité et la santé des collaborateurs. Quels sont les dangers? Quels sont les risques associés aux dangers? Quelles sont les unités de travail concernées? 4 règles principales pour la construction d'un document unique: l'ensemble des risques, l'évaluation, l'information accessible et compréhensible à tous les salariés, puisque le document unique est en général un document qui ne doit pas être mis dans un tiroir, mais vraiment doit être mis à disposition des salariés pour leur permettre de devenir aussi acteurs de leur propre santé. Et à minima, on demande une révision annuelle. Beaucoup de gens se cachent derrière le « j'ai mis un document unique à jour, j'ai créé mon document unique, ça fait 5 ans qu'il est dans mon tiroir, chaque année je change les dates pour montrer que je suis techniquement, juridiquement à jour ». Sauf que le jour où il y a un pépin, les assureurs s'en mêlent. En cas d'accident d'une entreprise, la première chose qu'on va demander, le risque avait-il été identifié? Est-ce que vous auriez pu, vous, en tant qu'employeur ou partie prenante, éviter ce risque? Et d'ailleurs, on va voir aussi ce qui est intéressant, le fait de formuler. Alors, tout à l'heure, c'était Christine qui parlait de officiellement, elle n'avait eu aucune plainte, aucune demande, aucune remontée terrain. Ce qui est intéressant dans cette logique de prévention des risques et d'analyse, dès qu'il y a un incident, il doit y avoir une enquête. Telle personne a eu un accident, pourquoi? Quelle année la source? Est-ce que c'est l'organisation qui doit être mise en défaut? Comment on aurait pu l'éviter? Et chaque incident doit servir justement de leçon pour permettre aux personnes d'éviter que ça se reproduise. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une première fois, de pouvoir partager et de l'officialiser, puisque c'est justement ce qui va permettre de dire ben, ça s'est passé comme ça. Alors au départ c'était juste une brimade, un glissement de main, un sourire déplacé, des éléments de la violence verbale, des tensions. Ben, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que ça se reproduise? Et c'est souvent dans l'analyse de l'organisation, des conditions de travail, de l'analyse du fonctionnement et des pressions qu'ils peuvent avoir au quotidien qu'on va trouver des solutions. Juste, je reviens ici, l'élaboration, donc le cadre général, donc c'est ce qu'on disait clairement, c'est toutes les mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral. Alors, on a rajouté depuis peu la question de harcèlement sexuel. Donc, toujours pareil, dans l'analyse du document unique, vous avez les risques physiques, les risques psychiques, donc on parle des risques psychosociaux dans lesquels on va intégrer les violences, le harcèlement étant une forme de violence. Donc jusque-là, on parlait de harcèlement moral. Depuis 2019, on aborde la question de harcèlement sexuel. Et donc c'est vrai, c'est là où on va se focaliser justement sur le rôle du référent. Mais c'est vraiment la nécessité. Éric Cozard parlait tout à l'heure des problématiques de Orange 2007-2008. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a demandé à toutes les entreprises de plus de 1000 salariés d'effectuer une analyse des risques psychosociaux dans l'entreprise.
en essayant de comprendre quels étaient les mécanismes. On est dans une logique de citoyen engagé, où je m'autorise à te parler parce que je te respecte et c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est l'écoute qui m'anime. Et je te le dis simplement comme un collègue à un collègue, tu ne devrais pas lui parler comme ça. Il n'y a pas de dimension hiérarchique. Dès lors qu'on va rentrer dans le cadre de l'entreprise, et c'est là où il faut voir entre le rôle du référent dans l'entreprise et le rôle qu'on peut jouer en dehors de l'entreprise en termes d'éducation, de partage, d'évidence. Moi, ma femme m'a expliqué, j'ai appris avec ma femme que l'évidence ne se partageait pas. Mais aujourd'hui, c'est de façon évidente de dire si je te le dis, c'est pas du jugement, c'est du bien-être, c'est du savoir-être, c'est des règles de base d'éducation où je m'autorise à te dire là tu pars en vrille. C'est pas le patron, c'est pas le collègue de bureau, c'est je t'autorise de citoyen à citoyen à te dire il y a des règles à préserver. Et c'est là où justement le cadre, donc soit on sort du cadre de l'entreprise et faire porter la responsabilité que sur l'entreprise. Ben, on a vu les limites, hein. L'entreprise est obligée d'eux, ben oui, elle a affiché quelqu'un, elle a désigné en termes de résultats d'efficacité. Voilà, on n'est pas encore dans la mise en œuvre. Si maintenant on se saisit à notre niveau, donc là je sors de la casquette d'animateur, je suis plus à titre individu, c'est-à-dire ben, donnez-moi les moyens d'être légitime, pas passer pour le gros compte service qui va dire mais quittez toi pour me donner les leçons. Je te le dis simplement parce que tu pourrais parler à ma fille, tu pourrais parler à ma femme, et ça me gênerait que voilà, tu t'adresses à l'être aimé de cette façon. Mais par contre, d'avoir besoin d'un minimum d'outillage et de légitimité. Et le dit de ça, de ta posture en tant qu'homme. Parce que... il y a venant du sketch dans tout homme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que venant d'une femme, ça n'aura pas du tout le même impact. Non mais, ouais, mais de notre côté, moi je connais des femmes qui s'affirment aussi, qui vont dire attends comment tu lui parles, et tu parlerais comme ça à ta mère, mais non, c'est trouver des trucs et astuces, des petites phrases, des petites gimmicks qui commencent à dire hop là, attention, sans se positionner en tant que victime. Alors il y a deux choses dans ce que j'entends, c'est qu'en termes de formation, il y a à la fois la question de la formation du référent. Et puis ensuite la question des formations qui ne sont pas celles du référent, mais qui sont des formations au risque. Et puis à ce que c'est le harcèlement et les agissements sexistes. Et donc ça c'est autre chose. Je dis, ça doit faire aussi partie de la formation du référent, parce que le référent ne voit pas comment il peut faire sans avoir reçu cette formation-là. Mais aussi une formation sur son rôle, etc. Et puis ensuite, une formation qui est plus large. Et là, il y a souvent des intervenants extérieurs, effectivement, qui font des jeux de rôle. Et finalement, tout ça se met au travail. Et puis ça fait ce que ça fait. Ça produit ce que ça produit. Enfin, il me semble que là aussi, les intervenants en formation, c'est quand même très important dans le choix, parce qu'il faut être capable de gérer des situations qui peuvent être très délicates. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a rien à faire, comme ce n'est pas des sujets neutres, ça peut tout à coup, il y a de la violence, hein, si elle existe. Tant mieux, ça n'existe pas, et puis que c'est une formation qui permet de simplement bien faire en sorte d'être encore meilleur qu'on l'est déjà. Mais quand il existe de la violence, mais il y a des situations, vraiment, le drame peut s'exprimer. Et à ce moment-là, il faut effectivement s'assurer que les formateurs sont capables de gérer des situations qui peuvent être un peu complexes. C'est ta remarque qui m'y fait penser. Juste pour finir sur l'intérêt de l'employeur de financer cette formation, et là peut-être que Mikim qui vient de nous rejoindre, Yang Paya, pourra intervenir. Bah si, vous étiez venu. Oui, j'étais dans l'atelier. Voilà. C'était très intéressant sur la gestion des comptes. Celui-là, on s'ennuie, franchement, c'est vrai. On est ravis. Et vous devriez y retourner parce que... On est ravis. Et alors, non, c'est très bien. Non, parce que j'arrivais, vous parliez des conflits, j'ai dit, aussi. On a donné les clés. Voilà. Et bien alors, justement, ça tombe bien parce que c'est là-dessus que peut-être tu pourras intervenir. C'est que l'intérêt de l'employeur à financer cette formation, c'est notamment que le fait que si intervenir sur ces questions sans formation, c'est-à-dire là on parle du référent, et sans maîtrise des conséquences, de la conséquence des inactions éventuellement, effectivement ça peut aggraver la situation sur le terrain, et puis surtout ça peut engager la responsabilité de l'entreprise, hein, puisqu'on sait que c'est sur l'entreprise que pèse une responsabilité en termes de santé et de sécurité. Et sur le CSE aussi d'ailleurs, hein, donc ce sont les organes qui doivent effectivement mettre en place, qui doivent assumer une responsabilité et qui doivent effectivement, enfin c'était la différence que tu faisais tout à l'heure entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Donc je pense que, et ça c'est important parce que les référents qui n'ont pas reçu de formation, mais ils peuvent avoir, comme il a été dit à la table ronde, hein, tu peux peut-être en dire un mot, c'est recevoir des confidences, mais alors que le salarié va dire, ben non, mais il ne faut pas en parler, etc. Oui, mais enfin, il n'empêche qu'on est à ce moment-là dépositaire en tant que référent
d'une situation, et au-delà de la frustration, il y a effectivement la question de l'action qui peut être... Oui, alors la formation, je partage pas forcément votre avis. Évidemment, certes, c'est pas écrit expressément dans les textes, mais à mon sens, c'est une obligation sous-jacente de former le référent. Donner les moyens d'agir, voilà, de réagir, à mon sens, c'est sous-jacent dans la loi, hein, parce qu'on ne va pas mettre un référent qui est formé à rien et qui doit être le référent, qui doit instruire les gens en plus, donc sur les violences sexistes et sexuelles, donc ça me paraît complètement pas possible. En revanche, il est certain qu'en tout cas cette formation elle doit être financée par l'employeur, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est pire que tout, à la limite, vaut mieux, d'ailleurs il y a certaines entreprises où il y a justement il y a juste 10 salariés, donc ils ne sont pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'ont pas mis en place le référent. Et je dirais, à la limite, s'ils n'ont pas les moyens de former le référent, autant ne pas mettre de référent. Parce que, tout à l'heure, mais elle est dans notre atelier. On peut balancer alors. Non, mais c'est bien d'avoir des confidences. Elle disait qu'elle était, elle recevait des confidences qui n'étaient pas officielles, mais c'était officieux. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que c'est pire que tout. C'est-à-dire que le salarié qui est en entreprise, pour lui, il y a un référent. Alors, il n'y a pas les process. Donc, quand on met en place au moins un référent, l'employeur se doit aussi de mettre un process clair, net et précis. C'est-à-dire, vous allez voir le référent, et le référent, il doit savoir lui aussi ce qu'il doit faire. Là où il y a un point qui est extrêmement important, c'est au niveau de la détresse. La personne qui va venir vers vous dire « je viens, j'ai une problématique de détresse », si vous n'êtes pas capable de répondre à sa détresse, ouais, c'est pas grave, tu vas voir, ça va pas... Selon la posture, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, et c'est de savoir aussi passer, et là on revient sur l'interdisciplinarité, de savoir passer le relais au psychologue, à la personne qui sera en mesure de dire. Moi, mon épouse a eu à gérer justement cette semaine un cas de violence conjugale. À un moment, je dis, mais passe le relais. Parce que déjà, tu es une éponge, tu es en train de tout absorber et tu n'es pas outillé pour. Tu n'es pas taillé pour. Donc déjà, tu vas y laisser ta santé parce que tout de suite, ah ouais, mais le gamin, il va machin, la coupure, la DAS, le machin, truc comme ça. Et à un moment, donne le relais à la personne qui saura comment réagir, parce qu'elle aura été formée, parce qu'elle aura les bons gestes, elle aura le bon process, et elle activera les bons éléments. Et ça, si je peux me permettre, ça c'est super important, parce que dans l'entreprise, je pense qu'il faut voir aussi cette notion de référent harcèlement, au-delà de l'aspect juridique, c'est une obligation, c'est une personne ressource qui peut vraiment être utile en cas de conflit. C'est-à-dire que quand dans une entreprise, on se retrouve face à un problème d'agression sexuelle, de violence conjugale, quelque chose qui est lourd, qui est super lourd à porter dans une boîte, et que naturellement, on va voir son manager pour lui parler de ça, parce qu'en général, si tout va bien, c'est quand même une personne de confiance. Il faut aussi accompagner le manager dans le traitement de ce genre de problème. Nous, on a eu des problèmes, comme le soulignait Vivian, où on a des managers qui ont tellement pris ça à cœur et à corps, qu'ils s'en sont aussi rendus malades, ils n'étaient plus du tout dans l'objectivité, ou presque des femmes victimes de violences conjugales, tu as limite le manager qui lui dit « Moi, je rentre avec toi, je lui casse la gueule à ton mari. » Donc, parce qu'ils y mettent leur trip, et c'est plutôt bien. Mais notre responsabilité aussi d'employeur, c'est de protéger tous nos collaborateurs. Et là, ça permet aussi de mettre un peu de distance, un peu de dézoomage, et de gérer ça vraiment en toute objectivité, sans que les gens... même ceux qui veulent aider se retrouvent en danger. On a un participant qui veut prendre la parole. Ouais. Voilà, si je peux me permettre pour réagir par rapport à ceci, il y a quelque chose qui m'interpelle malgré tout, c'est que nous sommes des êtres humains et nous sommes dans des entreprises où, je parle de petites entreprises, où nous avons, vous avez dit, presque une relation d'amitié ou de connaissance ou d'implication. Est-ce qu'il ne serait pas dans la boîte à outils intéressant d'envoyer un petit peu de la PNL pour que justement on devienne un petit peu plus professionnel dans l'écoute et non pas, tu viens de dire un mot qui est terrible parce que c'est l'amitié, c'est le truc, l'égrégore presque d'une bonne entreprise, c'est être une éponge par rapport à ce qui se passe par rapport à une amitié ou à une relation dans l'entreprise. Si dans la boîte à outils, nous mettions de la PNL, disons qui est programmation neurolinguistique, je ne sais pas si, l'impétrant, disons le référent, peut avoir un outil et quelque chose qui lui apprenne à réfléchir différemment. Et même, je vais un peu plus loin, parce que vous avez dit des choses qui m'ont vraiment interpellé, parce que c'est vraiment intéressant, c'est d'avoir des ambassadeurs et de pouvoir
avoir comme un superviseur quand on est coach. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a marqué, parce qu'un ami, une amie est venu se plaindre vis-à-vis de moi, mais je vais en parler à quelqu'un qui n'est pas dans l'entreprise, mais qui va me donner une vision beaucoup plus neutre. Et en même temps, ça va me permettre de parler à quelqu'un à qui je vais pouvoir me dire beaucoup de choses et qui va me renvoyer de la technique. Parce que quelque part, cette technique, elle est importante. Et si je me permets, après j'arrête, vous inquiétez pas. Non, mais tu as parlé de ce qui était organisationnel par rapport à l'humain. On a utilisé que l'organisation développe un petit peu une problématique par rapport à l'humain. Je pense que c'est exact. Parce que moi j'interviens des fois dans des métiers qui sont complètement différents. Un entrepreneur de maçonnerie, ils vont se parler d'une manière particulière. Et en disant « Oh connard, passe-moi le marteau », il lui dit des mots d'amour. Okay, si le théoricien à côté entend ça, il va dire « Mais il est violent ». Alors que l'autre, s'il lui dit « Excusez-moi cher ami, veuillez me passer le marteau », il va dire « Je me prends pour un idiot ». Vous voyez ? Donc quelque part, l'organisation et les mots qui sont à dire et ne pas dire, c'est pour ça que je parlais de PNL, de programmation, parce que justement, il est important de savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, et le vocabulaire est important en rapport de chaque entreprise, de chaque personne presque qui vit dedans. Voilà, on a des métiers, notamment la boucherie en grande distribution, une femme qui veut travailler dans un monde d'hommes, entre la couleur de la viande, le machin, le truc, waouh, il n'y a pas moins sexiste. Oui, alors moi, pardon, mais je vais me permettre de pas tout partager. C'est bien. D'abord, je partage tout à fait votre suggestion d'introduire de la PNL, et puis je suis très très sensible à votre suggestion également, enfin sur la supervision. Sur la supervision. Et pourquoi sur la supervision? Alors d'abord, il faut vraiment avoir un peu de moyens, c'est clair. On sait que, mais en revanche, ça pourrait être mutualisé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des analyses de pratiques professionnelles. Et donc là, je me tourne vers une association, enfin, on ne voit pas de laquelle il s'agit, mais donc, éventuellement, on pourrait tout à fait imaginer voilà, qu'il y a des groupes qui se créent d'analyse de pratiques professionnelles de référents, par exemple. Bon, avec évidemment, enfin, c'est très très cadré l'analyse de pratiques professionnelles, donc c'est très cadré, notamment en termes de secret, etc., parce qu'il y a quand même toutes ces dimensions qu'on ne va pas aborder là, mais enfin qui sont tout à fait essentielles, parce que c'est la pérennité, la crédibilité même le système repose là-dessus. Bon, et alors en revanche, là où je ne partage pas tout à fait, c'est que on ne peut pas cautionner ce qui est donc accepté, des pratiques qui véhiculent en elles-mêmes de la violence. C'est le biais culturel auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Et vous savez, j'ai été très choquée, je vais vous dire. J'ai été très choquée par des décisions qui ont été rendues, et où précisément, il avait été question de tenir compte de la culture de l'entreprise, pour dire, on n'est même pas le condamner. Bon, donc, et là, je dis, voilà, c'est le terrain glissant, et bien qu'on profite de tout ça pour faire évoluer, et un peu d'aménité dans les paroles, c'est bon, un peu d'aménité. C'est pas d'éducation. Vas-y. Je voulais simplement tout à l'heure, j'ai demandé la parole pour... Pardonne-moi, Akina. Oui. Et puis voilà. Je voulais simplement, je ne suis pas casquette face là. Dire qu'on parle de beaucoup de choses et on parle de harcèlement qui serait repéré pour des salariés par rapport à leur hiérarchie ou leurs collègues, et en même temps on parle de repérage dans l'entreprise de salariés qui seraient victimes dans leur vie personnelle. Le référent harcèlement n'est pas fait pour s'intéresser, c'est ce que j'allais dire sans doute, le référent harcèlement n'est pas du tout fait pour s'intéresser aux violences psychologiques ou physiques subies par un salarié dans sa vie personnelle. Oui, on n'a pas à prendre... Ce qui veut dire qu'en réalité, on s'intéresse ici à deux intervenants, nous, en parlant. Et on peut identifier deux acteurs qui pourraient être utiles et dont il faut travailler la fonction, surtout sur le référent. Le référent harcèlement, c'est le code du travail, c'est dans l'entreprise, c'est organisé, c'est à l'intérieur des institutions représentatives du personnel. Et l'autre personne, le salarié qui est vigilant, ça peut être l'ambassadeur du coup. Et je pense que si on s'intéresse à ces deux
posture, à ces deux places, à ces deux sauveurs presque de la paix quelque part, on ne doit pas mélanger. Le référent harcèlement, c'est dans l'entreprise par rapport à la relation dans le travail et dans la communauté de travail. Oui. Et l'ambassadeur pourrait être, y compris dans l'entreprise, celui ou celle qui accepte d'être un peu la vigie pour ses camarades, comme tu disais tout à l'heure, Christelle. C'est pas les mêmes personnes. Non, mais... Sachant que sur l'harcèlement, il n'est pas fini, Lilian. Oui. Sur l'harcèlement, non, parce que c'est, qui m'a sûrement complété, je trouve que c'est un truc très nouveau et qui n'est pas évident, parce que ça a 2 ans et demi, le référent harcèlement. En plus, dans les grandes entreprises, on va avoir 2 personnes qui auront la même casquette et qui seront côté salarié pour le référent et désigné par l'employeur pour celui qui a plus de 250 salariés. Ce qui veut dire qu'on va devoir, alors c'est vrai que ce n'est pas dans l'anglo-saxon le plus courant des modules d'entreprise, mais on va devoir imaginer comment ces 2 référents qui n'ont pas les mêmes origines et pas forcément les mêmes points de vue vont devoir cohabiter. Du coup, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la formation. Et qui pourraient faire ensemble. Qui pourraient faire ensemble. Mais il y a une autre question aussi. C'est que, comme on le sait quand on fait du droit du travail, la question du harcèlement d'entreprise est une question absolument touchy, pour parler espagnol. Parce que on sait très bien que, et on a, pour ceux qui font du contentieux prud'homal, maintenant qu'on a les barèmes Macron et que voilà, on rajoute une couche presque systématiquement de harcèlement. Mais ça veut dire aussi que si l'employeur n'a pas pris la mesure qu'un de ses salariés était harcelé, il prend des risques considérables. Maintenant, on a un nouveau intervenant au milieu, c'est le référent harcèlement. C'est pour ça pour dire, et j'ai fini, que c'est un élément nouveau qui est à la fois issu du CSE, donc ça veut dire que c'est un représentant du personnel, avec sa fonction de représentant du personnel et donc de représenter les intérêts des salariés. Il ne faudrait pas qu'il soit ou soit pas ni un alibi de l'employeur, ni l'ennemi de l'employeur. Donc c'est vraiment une fonction à réfléchir et l'information des 2, j'allais dire, à la fois de l'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, et du référent devrait être pour partie commune. Pour partie commune, c'est clair, avec une prise en compte très sérieuse de la responsabilité aussi, quand on se présente quand on est désigné, de ce que ça entraîne. Parce qu'on peut être compétent dans son métier, techniquement. Comme dit Guy, on n'est pas forcément compétent en PNL ou en voiture. Il y a vraiment un enjeu très important, non seulement pour les juristes, pour les associations, parce que nous avons un module de formation des référents harcèlement à face et vous avez compris. Oui, mais qui s'adresse à quelle cible? Les entreprises qui ont un CSE ou des grandes structures. Non, mais seulement ce que je voulais dire ici, c'est que, pas pour faire de la publicité pour quiconque, hein, ni pour moi à titre personnel, si vous voulez, j'en ai carte, mais c'est qu'en fait, pas du tout, c'est que c'est vraiment un personnage intéressant, nouveau. Oui. Et qui va avoir plein de choses à apprendre et on est tous, je pense, intéressés à cela. Oui, alors mais merci beaucoup de cette intervention. C'est tout à fait juste que c'est essentiel. Le législateur n'a pas beaucoup défini, c'est moins qu'on puisse dire, le rôle, et donc on peut faire aussi. Donc maintenant, il y a effectivement une réflexion. Il y a un champ possible. Il y a un champ possible, mais le législateur pourrait apporter des précisions. Mais alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu as souligné tout à l'heure, c'est, et vous le retrouverez dans le PowerPoint, c'est l'idée qu'effectivement, si on veut une cohésion et une cohérence minimum, il faut absolument que lorsqu'il y a 2 référents, ils suivent la même formation et qu'il y ait une communauté d'idées et qu'effectivement ce soit quand même une politique de la direction qui s'applique. Donc, Claudine souhaitait intervenir. Oui. En fait, donc je travaille à la fois à l'hôpital et je suis art thérapeute en libéral, donc toute seule. Du coup, je suis auto-entrepreneuse, je n'ai personne avec moi. Du coup, je découvre aujourd'hui, excusez-moi, mais ça fait 20 ans que je suis à l'hôpital, donc je suis désolée, mais je ne connaissais pas ce rôle de référent. Je découvre à travers vos différents témoignages, ça n'existait pas avant. C'est très récent. Ils sont quand même assez forts. Hein. Comment Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Vous travaillez dans les hôpitaux. Oui. Et c'est vrai que le grand il y a eu des lois beaucoup plus porteuses et beaucoup plus
anciennes, en tout cas dans la fonction publique. Hein. Et ça, alors, qui ont obligé à avoir un cadre administratif rempli, mais une coquille. Mais c'est le mot référent que je ne connaissais pas, en tout cas, dans l'entreprise, hors soins, hors soignants. Et en fait, à travers tout ce que vous dites, moi je me pose des questions, donc je découvre ce rôle-là. D'une part, je me dis, je trouve que c'est très lourd. Parce que j'essaie d'imaginer depuis tout à l'heure, dans une entreprise qui n'est pas du soin, donc avec des salariés qui n'ont rien d'un soignant, donc aucune formation de soignant, ce rôle-là, je trouve que c'est très lourd, mais c'est pas un jugement que je fais, je me questionne. Il faut l'assumer. Assumer, c'est-à-dire accueillir la parole, oui, qu'est-ce que j'en fais derrière? Et je rejoins ce que vous disiez, monsieur, vous parlez de supervision. Effectivement, je suis entièrement d'accord, sauf que, là, pardon, mais je mets un petit bémol, je ne sais pas si la formation et la supervision, ça peut être suffisant sur ces salariés-là, parce que là, quand j'entends parler tout le monde, j'ai l'impression qu'on est en train de fabriquer des thérapeutes ou des psychothérapeutes ou des psychologues. Non, mais excusez-moi. Quel devrait être ce rôle? C'est la question que je me pose. Et là, du coup, je reviens sur... Mais c'est juste une question. Et là, je me pose sur une autre question. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à tout ça, mais vous allez me répondre, parce que je ne suis pas dans l'univers extra... Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de... Parce que deviennent les infirmiers et les médecins du travail en libéral? Voilà, c'était juste... Non, mais merci beaucoup. Je peux juste faire une sémantique, c'est-à-dire référent. Déjà, la personne est un référent. Ce référent, c'est qu'il va référer à quelqu'un. Donc lui-même n'est pas le thérapeute. Mais là, depuis tout à l'heure, j'entends porter... Il est référent à quelqu'un qu'il estime ou qu'on a estimé qui pouvait solutionner la chose, à mon avis. Non, mais là, je pense que... Merci, maître Capello. Bon, je pense que c'est... je pense que c'est clair. Je pense que ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un psychologue. Quand on parle de supervision, c'est parce qu'effectivement, c'est souvent, la supervision est souvent appliquée d'origine dans le milieu médical et puis ensuite chez les enseignants. Les analyses de pratique professionnelle, c'est la même chose. Maintenant, les autres professions ont peut-être plus de mal à consommer ça. Mais donc, l'analyse de pratique professionnelle, c'est un process. Voilà. Et c'est effectivement animé souvent par un psychologue, mais voilà. Mais donc, ça peut s'appliquer à n'importe quelle profession. Voilà. Chez les avocats, il y a des tentatives, par exemple. Mais parce qu'il y a aussi ce qui est souvent mis au travail, c'est le rapport au travail précisément, et donc dans les interactions qu'on a les uns et les autres, sans être psychologue pourtant. Mais donc c'est juste d'être capable d'analyser nos réactions. Je sais que par exemple chez les avocats, par exemple, ce qui peut être mis au travail dans des analyses de pratique professionnelle, c'est le rapport au magistrat, l'agressivité, ça, le lien avec le client, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'être moins objectif, etc. Ensuite, pour répondre, donc ça c'était pour la réponse sur... Ça, pour moi, c'est pas des psychologues, ça c'est clair, c'est pas des psychologues. Simplement pour être capable d'entendre, parce qu'on est référent, on va référer, mais avant de référer, il faut qu'il y ait quelque chose sur quoi on va référer. Donc il faut accueillir la parole, donc il faut l'entendre, il faut donc quelqu'un qui arrive à ouvrir une porte s'il y en a une, et qui ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur, a envie de parler. Ce qui est quand même compliqué, d'où effectivement l'art-thérapie. Bon, ça c'est comme ça, c'est pas en passant. On en parlera après. Voilà, on pourra toujours en parler. Et encore en parler. Parce que parfois, effectivement, les mots ne viennent pas. Et donc, ils viennent encore moins quand en face, il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif ou qui brandit des choses qui ferment la porte de l'écoute. Bon, donc, c'est vrai qu'il faut quand même, ça fait partie de la formation, il faut quand même un petit peu de formation pour être capable d'accueillir, de reformuler, etc. Bon, la question après, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, il y a un vrai travail, en effet, c'est ce que Miki Myangpai a dit, il faut vraiment qu'il y ait un process qui fait que chacun sache ce qu'il a à faire. Je vais être un peu plus concrète. C'est ça. Je suis désolée, quelqu'un va venir voir le référent, déjà il veut parler. Et donc il y a un process, il y a un questionnaire. Il y a tout un questionnaire, vous allez sur Impôt, je sais pas un pot pour vous, sur le ministère du Travail, tout est expliqué. On a fait, il y a un petit guide, il y a un petit livret. Il doit suivre ce process. Et après, il doit en référer à l'employeur. L'employeur, il y a une enquête. On doit aviser, évidemment, la personne contre laquelle le salarié se plaint. Il doit être entendu. Et puis ensuite, après aussi, si c'est très grave, il y a l'article. À un moment donné, on doit aussi peut-être en référer au procureur. Voilà. C'est ça. Alors, pour revenir aussi, je voulais juste
parfois je terminerai, c'est sur les 3, il y a 2 référents effectivement maintenant dans l'entreprise, quand on est une grosse société de plus de 250 salariés, certes, mais c'est vrai que le référent, c'est vrai qu'il y avait cette connotation d'être issu du comité social économique, on était plus justement dans le côté défense salariée, du côté salarié. Oui. Et le référent que 250 salariés, c'est l'obligation de sécurité des gros employeurs, des grosses boîtes, qui par ailleurs, et vous l'avez certainement abordé, en général aussi sont des référents, ça peut être des avocats d'ailleurs, ils sont des référents qui ne sont pas forcément dans l'entreprise. Moi, par exemple, là, juste un dernier exemple et j'arrête, je suis on m'a nommée en fait observatrice, médiatrice d'un comité d'éthique d'une grosse boîte internationale. Donc en fait, ils ne se voient pas, ces gens, ils sont dans plusieurs pays. Et donc, l'employeur a décidé de faire un comité d'éthique, mais c'est pour parler de discrimination, genrée, harcèlement, etc., tout ce qu'ils ressentent. Et moi, je suis en fait nommée, je ne dois pas rapporter, alors c'est compliqué à rapporter à l'employeur, sauf s'il déconne complètement. Je dois être là pour leur dire attention, là non, vous déconnez complètement. Voilà. Donc il y a aussi des outils comme ça qui sont mis en place, mais là je parle vraiment pour les grosses boîtes et puis les boîtes qui sont en fait qui sont à l'étranger et dans plusieurs pays. Et ils se retrouvent comme ça parce qu'en fait ils savent pas. C'est souvent ils savent pas comment ça se passe dans tel pays. Ils se rendent compte simplement quand il y a des réunions annuelles. Et donc, ils sont contents d'échanger et de mettre ensemble, en fait, une charte éthique et d'être formés aussi. Et j'ai terminé. Bon, mais voilà, mais je pense qu'on revient à la question des réseaux enfin, je te laisse reprendre la parole après, pour être tout à fait concret et pour vous permettre d'avoir des outils. Alors, évidemment, il y a une association qu'on ne nomme pas, mais il y a également, j'ai pris le soin pour aller plus loin, précisément de vous donner les liens avec des guides. Mais Kim a tout à fait raison, il y a des guides qui ont le mérite d'exister, et donc ça permet, même quand on n'est pas une grande entreprise très outillée, mais d'avoir effectivement des clés pour fonctionner, mais une fois de plus, la formation est nécessaire, et on a vu quels pouvaient en être les différents aspects. Là aussi, pour reprendre les propos introductifs, c'est de dire aujourd'hui, il existe un cadre réglementaire, un exemple à suivre qui est celui des grandes entreprises. Maintenant, comme on le voit aujourd'hui, le rôle, la fonction du référent ne nous concerne pas, nous, à notre niveau de taille de structure, à moins d'être désigné en tant que référent d'un CSE, vous avez d'autres rôles à jouer. Donc c'est aussi de dire voilà, comment s'inspirer des pratiques des grands pour pouvoir en région et par une logique de réseau, d'ambassadeurs, de pluridisciplinarité et de partage, arriver à faire avancer la chose, puisque justement c'est un combat qui revient sur le devant de la table et qui mérite d'être porté. Voilà. Et donc je remercie particulièrement la représentante d'EDF qui a fait l'effort d'une vulgarisation, parce que je pense que c'est ça. Elle a été vulgaire, mais c'est tout. C'est toujours ce qu'on me dit, Christophe. Ça, arrête d'être vulgaire, là, c'est. L'accessibilité de l'information. Sur la formation. Merci. Mais je sais pas. Oui, c'est parce que la formation, j'ai quand même. Après avoir dit tout ça, je souhaiterais quand même appuyer ce que je disais au début sur la formation comme possibilité aussi de faire autre chose quand ça ne va pas et parce qu'il y a besoin. Ma formation d'art thérapeute, je l'ai fait alors que j'étais en poste comme infirmière. Ah, pardon. Non, mais c'était. Sauf qu'il faut parler dans le micro. J'ai appuyé, mais j'étais loin. Voilà, c'est les deux, c'est l'un et l'autre. En fait, il faut éteindre les autres, sinon ça ne marche pas. En fait, l'importance de la formation et de l'information, effectivement, pour sensibiliser à tout ce qui est violence, etc., harcèlement, pour informer qu'il existe des réseaux, des référents, du coup, maintenant, je saurais ailleurs qu'à l'hôpital, il y a des référents. Donc, tout ça, c'est important, mais aussi pour soi. Quand on est dans une grosse entreprise, j'imagine chez EDF qu'il y a des moyens, à l'hôpital aussi, nous on a la formation, la promotion professionnelle en interne ou la formation interne, mais à l'extérieur aussi, moi la formation d'art thérapeute, je l'ai fait grâce à la NFH, donc il faut le dire, je suis reconnaissante envers cet organisme national, mais je crois savoir aussi que, déjà aussi, sur mon activité libérale par l'URSSAF,
j'ai aussi des droits de fond. Donc l'individu, même lorsqu'il n'est pas dans une grande entreprise, lorsqu'il est dans une petite structure, les individus ont le droit à la formation. FIFPL et AGFIS permettent également, à coût de 800 ou 900 ou 1200 € par an, de permettre de financer certaines formations. Faut-il qu'elles soient reconnues, diplômantes, certifiantes, éligibles au CPF ou pas? Mais donc ce qui veut dire, c'est qu'on peut pousser la réflexion plus loin. Et ça permettrait... Au-delà d'un simple module de sensibilisation, voilà. Et ça peut être un moyen ou d'améliorer ses pratiques professionnelles et de s'épanouir à nouveau, parce que sur une spécificité autre, ou bien d'entamer une reconversion professionnelle. Mais, après, il faut savoir quand même que le budget formation représente 10% du budget HE. Donc, on est plus souvent en pénurie de pas de demande de formation. Mais parce que les gens ne savent pas. Et par contre, c'est vrai qu'on a des plans de formation qui sont en corrélation avec les plans nationaux et que, malheureusement, c'est vrai que les formations pluridisciplinaires sont pas au détriment le plan de mais c'est 10% du budget H. Voilà. Au-delà du budget de l'entreprise, moi, il faut informer que ça existe. Voilà. C'était aussi de dire, au même titre qu'on a eu une recrudescence des formations sauveteurs secouristes. Suite aux attentats du Bataclan et autres, il y a beaucoup de personnes dans la population qui se sont senties animées d'une vocation de dire si demain il arrive un événement, j'ai envie d'être formé, sauveteur secouriste, de protéger, d'alerter. Aujourd'hui, ça peut être aussi à chacun de décider de dire moi j'ai un rôle à jouer sur ce combat, j'ai envie de participer, et peut-être sans tenir compte de la responsabilité de l'entreprise et d'attendre qu'on paye la formation ou même d'en faire un boulot dans 2 ans. C'est de dire oui, j'ai aussi envie de monter en compétences, de développer des connaissances et devenir acteur d'un sujet qui me tient à cœur. Si la formation est financée, doit être financée par l'employeur, c'est qu'effectivement ça répond à son obligation de résultat. Ça est lié à la santé. Donc je pense que je pense qu'en plus cette formation peut tout à fait être intégrée dans le plan. Lilian ? Oui. Si je peux me permettre, il y a une chose aussi qu'il faut faire prendre conscience aux TPE-PME. C'est que, et là je vais être un petit peu peut-être peu vénal, mais c'est le chef d'entreprise qui parle, c'est que toute personne étant bien dans sa tête est plus productive et fait moins d'erreurs. Donc si vous voulez, dans l'investissement que je peux faire sur une personne, si j'arrive à amener la personne... Sans faire de pub pour les chaussures, je vais pouvoir l'amener à mieux produire et faire moins d'erreurs. Donc je vais gagner sur tous les niveaux en l'amenant à être plus à l'aise et être contente de venir travailler et peut-être s'échapper, puisqu'on disait que c'était pas personnel, s'échapper de la maison pour venir dans l'entreprise et être peut-être 8 heures ou 6 heures mieux et peut-être s'exprimer. Et on en revient donc justement, après c'est histoire d'apporter le propos de fin, on en revient sur les mesures et les moyens de prévention où justement l'analyse, la prévention des risques professionnels est gage pour l'entreprise de plus de productivité, de bien-être, de baisse d'absentéisme, de baisse des coûts des accidents du travail. Donc on a 2 façons de voir la chose, soit une contrainte réglementaire qui nous oblige à, ou de voir l'opportunité justement d'améliorer les conditions de travail. On parle de plus en plus de qualité de vie au travail. La situation qu'on a vécue aujourd'hui avec les confinements, les travails à distance, nous ont montré aussi l'importance de prendre soin de la santé de nos collaborateurs. Le turnover, le maintien en emploi sont autant de sujets qui nous préoccupent en tant que dirigeants, puisque oui, un salarié bien formé, expert dans son domaine, c'est toujours plus difficile à remplacer. Et il n'aura pas moins envie de partir, puisqu'il sera bien là, l'herbe plus verte ailleurs, il est chez lui. Certains diraient embarquez-moi, comme le disait le grand Charles, emmenez-moi vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, emmenez-moi au bout de la terre. Bénédicte, voilà, donc la partie after work commence ce soir. Voilà, bravo à tous. Merci de votre participation. Oui, le mot de la fin. Il n'y a plus de couvre-feu. J'ai juste une question. Tout à l'heure, on parle de harcèlement au sein des équipes, il faut en référer au directeur, enfin à la direction, etc. Quand le harceleur est la direction... Ah oui, c'est quand même souvent le cas. Ah, on ne vous entend pas. Allô? Allô? Si, non, elle a été présente tout au long de la journée où justement, quand on voit qu'on parlait tout à l'heure d'équipe de 3 personnes, où justement où c'est le dirigeant, le chef de service qui est lui-même le propre harceleur, le docteur en parlait également, Eric Cozard. C'est vrai que si le référent est l'harceleur, exprimer quelque chose autrement que par la parole, parce que la personne n'a pas forcément envie de Et c'est quoi au juste? C'est-à-dire que c'est quoi l'art-thérapie? Alors,
de la façon dont moi je pratique l'art-thérapie que je pratique, parce qu'il y a d'autres pratiques. Hein. Concrètement, c'est comment? C'est un premier rendez-vous que j'appelle un entretien préliminaire. Normalement, dans l'institution, c'est sur indication médicale, avec l'accord de la personne, parce que si le sujet n'est pas d'accord, même si c'est un mineur, c'est non. Quand c'est en libéral, la personne vient de son propre chef, mais du coup, moi je peux aussi lui demander s'il y a un suivi. S'il y a un suivi avec un médecin ou un psychologue, il ne faut surtout pas l'arrêter. S'il est sous traitement, il ne faut pas les arrêter. Ça, c'est d'emblée, il faut le stipuler. L'art-thérapie ne se substitue pas à un suivi médical. Si le cas, selon le cas, je peux moi, être amenée à contacter le médecin généraliste avec l'accord de la personne, bien sûr. Et ça, c'est l'entretien préliminaire. Donc, j'accueille la demande, parce que quelle est votre demande? Il verbalise sa demande. Je présente ma pratique en expliquant qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas d'interprétation, qu'il n'y a pas d'attente ni d'objectif. En fait, c'est un lieu où je vais essayer d'avoir une posture la plus neutre possible pour laisser la place à l'autre afin qu'il s'épanouisse tel qu'il est. Je l'accueille tel qu'il est avec ce qu'il est. Je n'attends rien. Suite à ça, donc tout ça je l'explique lors de l'entretien préliminaire, j'explique aussi que on travaillera autour de l'éphémère, ça veut dire que les outils que je vais proposer ne permettront pas de laisser une trace ou de scotcher ou d'attacher quelque chose, tout va être éphémère. Ainsi, il quittera la séance sans embarquer ce qu'il aura déposé. Il ne part pas avec son œuvre d'art. Il n'y a pas d'œuvre d'art. Alors on est sur des outils non artistiques. On est sur une recherche... C'est de l'art-thérapie, mais il n'y a pas de... parce que voilà, pour moi, c'était art-thérapie, c'est à travers l'exorcisation, je fais un tableau, je projette et je me... Ça, c'est ce que moi j'appelle la médiation artistique. Là, on est sur l'art en tant que créativité. Donc, en gros, je vais formuler une ouverture poétique, une invitation à créer, qui peut être un son, une image ou une phrase. Je propose un dispositif, donc c'est quelques outils que j'ai posés là-bas. Ça peut être une boîte avec plein de trucs dedans. Et là, je ne donne aucune indication au commande d'emploi pour laisser l'ouverture à tous les possibles. Et la personne se saisit ou pas de ce dispositif. Et moi, ma posture, c'est d'accueillir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. C'est pour ça que la supervision elle est importante, parce que moi, je dois être en capacité d'accueillir tout ça sans attente. Effectivement, que je suis humaine, donc parfois, inconsciemment, il va y avoir un peu de la frustration de ma part, parce que... Et ça, je dois le travailler en supervision parce que inconsciemment, je ne dois rien induire à l'autre en fait. C'est comme un moment suspendu dans sa vie où il est libre de se saisir ou pas du dispositif. Et à ce moment-là, ce qui se passe lui appartient. S'il verbalise, verbalise, sinon je ne pose pas de questions. Mais s'il se passe quelque chose et s'il se saisit de ce dispositif-là et qu'il bricole quelque chose, de toute façon, il va le laisser là, il partira sans, je ne le commenterai pas et surtout, je ne l'interpréterai pas. Voilà, c'est en ce sens. D'où un côté aussi frustrant peut-être pour celui qui s'est exprimé, de dire il n'y a pas de retour. Alors le retour, oui, ça c'est vrai. Le côté de dire il est Marie. Alors c'est pour ça que mais non, parce que l'entretien préliminaire c'est la première rencontre. Ah, donc de lui dire que vous lui direz rien quoi. Oui. Et après, de dire qu'il n'y aura pas de retour. Voilà, qu'il n'y aura pas de retour. Et là il est d'accord de revenir ou pas. Mais au moins il est au clair avec la pratique. D'accord. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, alors, il peut y avoir des effets, mais dans l'après-coup. L'intérêt, c'est qu'effectivement, derrière, le sujet va peut-être verbaliser plus de choses, ou ça va pointer quelque chose dont il prendra conscience après, chez lui, et il pourra en parler avec le médecin ou la psychologue du service, ou pas forcément... Et là, quelle que soit la situation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va venir consulter? Eh bien, du coup, cette pratique-là, elle peut être proposée à n'importe qui. À un enfant, à un ado, à un adulte, pathologique ou non pathologique. Ça peut être quelqu'un qui peut juste dire, voilà, en ce moment, j'ai un étudiant, je suis en période d'examen, je suis hyper tendue. Ou je veux arrêter de fumer, rien que d'y penser, ça me stresse. Et là, il n'y a rien de pathologique. Ça peut être juste ça. Et le fait d'arriver de manipuler quelque chose ou de travailler sur un son, ça lui fait travailler sur lui et ça l'accompagne dans son chemin d'arrêter de fumer, par exemple. Alors, je ne vais pas dire exactement ce que ça peut faire parce que je ne le sais pas, je ne suis pas à l'intérieur. En fait, madame est une excellente commerçante. Non. Pour toutes. Non. Elle donne envie là. Elle suscite l'intérêt. C'est juste que je ne veux pas interpréter, donc je ne vais pas dire pour l'autre ce que ça lui fait. C'est ça la neutralité. C'est aussi quelque chose. Ben oui, ça fait. Mais c'est lui qui le dira. Moi, je ne vais pas le dire. Il n'y a que lui qui peut le dire. Je pars du principe que ça va faire quelque chose aussi quand il va arrêter de venir.
Ou parce qu'il y a un intérêt sur autre chose. Ah super, ça m'a donné envie de m'inscrire dans des cours de peinture ou de poterie ou de je sais pas quoi. Et tant mieux. Tant mieux parce qu'il y a la possibilité d'aller faire autre chose. Ou parce que j'ai modifié ma façon de communiquer. Ou moi je suivais une dame, à l'hôpital, c'était dans mon service d'addicto. Et j'ai une dame qui est venue souvent et qui à un moment donné, de temps en temps, me lâchait des trucs. Évidemment qui appartenaient à la séance, donc ça ne sortait pas d'ici. Et mais une fois, elle a sorti quelque chose de lourd qu'elle portait depuis longtemps. Et elle a eu envie de le dire à ce moment-là parce qu'elle bricolait. D'un coup, elle a ouvert la boîte, elle a pris des objets et elle m'a dit « Oh là là, ça me fait passer en ça. » Parce qu'en fait, inconsciemment, ça va peut-être faire écho à quelque chose. Peut-être ou pas. Je peux donc pas la boîte de Pandore, la symbolique, et tout sort et ferme. D'accord, ok. Non mais en gros, il y a plein de choses à dire, mais je ne peux pas dire à la place de l'autre, c'est pas possible. Alors il reste 3 bouteilles de rosé, une bouteille de blanc et de rouge dehors pour ceux qui veulent finir. Si je comprends bien, en fait, c'est un moyen d'expression d'inconscient. C'est ça. En fait, c'est ça. Oui. Et comme ça, la personne voit. Oui, voilà, et elle devient acteur. J'ai un patient qui m'a demandé à prendre en photo. Il est venu plusieurs fois et un jour il m'a dit oui, quand je vais en rééducation, ils sont curieux parce qu'ils ne savaient pas que dans l'addicto il y avait une infirmière qui était formée en art-thérapie. Oui. Parce que parfois, je trouve ça dommage que ça disparaisse. Oui, c'est ça, le côté. Bon, la mémoire peut se souvenir de ce qui a été créé, mais. Alors quand il part, c'est détruit ou pas? Alors, justement, le fait de ne pas prendre de photos, le fait de travailler autour de l'éphémère, parce que on est sur le côté éphémérité, c'est quelque part aussi accepter la frustration et l'éphémérité. Et en addictologie, la frustration, c'est que ça, du coup. Donc c'est l'amener petit à petit à travailler avec cette frustration et à faire avec. L'idée c'est de faire avec quelque chose. Mais alors c'est un éphémère. Oui, mais de ne pas rester figé sur sa souffrance ou sa difficulté, de la contourner ou de la transformer. Alors ça peut être une fois, mais ça peut aussi être de l'éphémère à répétition. Oui, à chaque fois c'est de l'éphémère. À chaque fois c'est de l'éphémère. Donc il y a une. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme chez l'analyste un peu, c'est que tout à coup il y a quelque chose qui sort, on se rend pas compte, on ne mesure pas, mais ensuite il s'est passé quelque chose. Il n'y a pas d'interdit. On revient. Il n'y a pas d'interdit, rien n'est figé. Il y a un monsieur qui m'a demandé un jour, du coup, est-ce que je peux prendre une photo? Parce que dans le service où je vais, ils m'ont demandé, ils aimeraient voir ce que je fais. Je leur ai dit que c'était génial parce que je faisais des trucs et tout. Je peux prendre une photo? Vous m'avez dit que c'était interdit. J'ai jamais prononcé le mot interdit. J'ai dit qu'on était du côté de l'éphémérité, que c'était pas nécessaire de prendre une photo. Et là, du coup, j'ai pas interdit. J'ai juste dit, est-ce que c'est important pour vous à ce moment-là de prendre une photo? Et alors? Et là, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que c'est important pour vous? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous en ferez quoi près de la photo? Mais du coup, il n'a pas pris la photo. Ouais. Non, mais je comprends. Mais il aurait pu, parce que c'est pas interdit. Ouais. Mais quelque part, il va en faire quoi? Parce qu'à ce moment-là, pour être plus clair, quand il a fini de... C'est-à-dire que... Alors, je vais vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. On a eu tous droit, quand ils étaient petits, au collier de pâte ou à la main Au moment où ils nous l'offrent, il n'y a rien de plus beau. C'est tout l'amour de notre enfant, c'est tout ce qu'on aime. Mais ça, quand votre petit, quand vous lui remontrez, quand il aura 18 ans, et que vous lui montrez, il y a un peu moins d'émotion avec ce collier de pâte et ça ne représente pas tout à fait la même chose. Mais lui, en tout cas, il y a de fortes chances qu'ils vous disent « Mais c'est quoi ce truc pourri, jette-le » Mais c'est parce que... À ce moment-là, c'est une émotion. Il y a une émotion à un instant T, avec quelque chose inconsciemment qui se passe. Et là, c'est pareil. Le coup de la photo, lui... Il avait jeté, par contre, à 18 ans, il dit « Oh, tu mis le collier de pâte ?» Et qu'est-ce que tu crois que tu as mangé cet été? Horrible. Non, mais ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là... Et surtout, si tu en as gardé celui de l'un et pas de l'autre. Non, mais à ce moment-là, ce monsieur-là, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du transfert et du contre-transfert. À ce moment-là, il ne met pas que du souvenir. Inconsciemment, il se joue des choses. Il y met plein de choses. Mais sorti de la séance... Et sorti, et peut-être dans l'après-coup, ça n'a plus le même sens en fait. C'est ça, c'est que ça n'a plus de sens. Non, la question était, s'il crée quelque chose, je ne comprends pas. Non, alors non, c'est violent ça. Non, alors ils le savent. Comme on est sur de l'art-thérapie à médiation artistique et pas de l'art-thérapie pure, puisque sur un statut infirmier, donc je ne veux pas qu'il y ait la confusion de genre, je peux parfois, en milieu de séance, proposer de produire sur du papier. Feutre aquarellable, crayon.
Alors, il y a du bricolage, mais derrière, je vois que quand même, il y a encore... je leur demande s'ils sont d'accord, et là, je rebondis, je fais donc une deuxième ouverture poétique. Est-ce qu'ils veulent passer donc sur la production? Si c'est oui, ils ont des pochettes avec leur nom. Je range dans la pochette, ils ne partent pas avec, mais ça ne m'appartient pas non plus. C'est rangé dans un tiroir et fermé à clé. Et si un jour... moi je m'en vais ou... Ils deviennent des artistes célèbres, on peut les revendre sur le marché. Tant mieux pour eux, et je leur rendrai. Ils le demandent. Alors, Van Gogh, du temps de sa dépression, avait fait un super tableau. C'était quand même le meilleur. C'était chez moi. Non mais c'est ça ne m'appartient. C'est intéressant, je connais ça. Ça ne m'appartient pas. Et du coup ça peut être aussi, mais après c'est compliqué parce que moi je pense aussi à la prévention d'entreprise. Mais comme excusez-moi, comme ce sont des pratiques qui ne sont pas reconnues et donc pas remboursées, il y a un coût derrière. Alors cela étant, qu'est-ce que vous pensez de l'art-thérapie en groupe? J'ai une amie qui fait ça, des ateliers de poésie, des ateliers de peinture. Moi j'appelle ça la médiation artistique. Mais bien sûr, après finalement comme ça ils arrivent à payer les gens. Et oui, parce que moi je peux faire de l'art-thérapie en groupe. On a droit de pas trop, mais Steven Braille. Mais à ce moment-là, il y aura un groupe, je m'adresse à chaque fois, l'ouverture poétique, à l'individuel, à même si vous êtes 5 ou 6, je m'en passe quand même. Mais une belle soirée ensemble après.